Salam alaikum Azoflaoun, bonsoir. Nous allons vous passer une vidéo qui est en train de faire le buzz en Algérie en ce moment. Vous allez pouvoir vous faire une idée non seulement sur l'étendue des dégâts qui affectent nos sociétés, mais ce sera aussi l'occasion de vous poser, de nous poser des questions que j'allais dire existentielles sur nos attitudes, nos représentations, notre façon d'être, comment nous appréhendons la vie. Regardez, je vous préviens que les images que vous allez voir sont choquantes. وش ديروا؟ لو درسوا بصل طالع عبد الرحمن ساعة وهو يطلع فيه يخير فيه بالحبل يا خويا وبيتي اللي يعدوا فيه وبيتي اللي يطحنوا فيه لكن ما خلوش فيه والو 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 لا 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 Voilà. Ce triste Olybrius qui maltraite ainsi deux ânes faméliques qui crèvent visiblement de faim, les punit pour avoir mangé des oignons. En fait, il voulait faire comme un autre triste sadique qui avait maltraité à mort deux renardeaux qui s'étaient introduits dans son poulailler. La vidéo avait été vue des millions de fois et le triste personnage est devenu célèbre dans tout le pays. Célèbre au point de demander aux Algériens de lui faire une quête en échange du plaisir, nous dit-il, qu'il leur avait procuré. C'est dire. Mais au-delà de ces maltraitances qui éclairent d'un jour nouveau ces sentiments noirs et glauques qui minent et rongent notre société, toute cette violence latente et mauvaise qui gronde et suinte, ces images de cette personne qui frappe ainsi ces malheureuses bêtes et qui sont réjouies et qui poussent le bouchon jusqu'à diffuser ses exploits sur les réseaux sociaux, c'est sur notre façon de voir la vie, les choses, les gens que je voulais parler. Ce qui m'a réellement, vraiment interpellé dans ces images où nous voyons ces ânes chétifs se faire cruellement bastonner n'est pas tant la maltraitance en soi, puisque celle-ci ne nous choque même plus. Dans notre société, nous sommes devenus insensibles à la souffrance des animaux. Les bien-pensants ordinaires vous diraient de vous occuper plutôt de celle de nos frères humains qui sont hachés menus par les uns et les autres, affamés, exploités, opprimés, méprisés, traités en chair à canon d'un côté et de l'autre pour régler les comptes de gens trop civilisés, trop raffinés pour s'étriper eux-mêmes les uns les autres. Ce qui m'a donc surpris, pas beaucoup en fait, puisque j'ai l'habitude, ce qui m'a surpris est que même ceux qui ont pris la défense des ânes ont presque tous traité le tortionnaire d'âne, de Hmar. Quelqu'un a écrit « Le véritable âne n'est pas celui qu'on croit ». Un autre a renchéri que c'était un âne qui maltraitait une pauvre bête. Et une infinité de commentaires qui se déclinaient dans le genre. Et là, je me suis vraiment posé la question. Pourquoi l'âne a-t-il une si mauvaise réputation? Au point où quand on dit Hmar, on doit tout de suite dire Hachek après, sauf votre respect, comme si on avait parlé de quelque chose d'impudique. Alors que quand on dit lion, lièvre, chèvre, mouton, chameau et tous les noms de tous les autres passagers de l'arche de Noé, on ne dit pas Hachek. Curieux, non? D'où nous vient ce mépris? Je suis même sûr que maintenant même, en ce moment où je vous parle, beaucoup de nos téléspectateurs, vous peut-être, doivent penser que je ne trouve décidément rien à dire puisque j'en suis arrivé à parler de ces malheureux équidés.
Cet animal, dans le sens figuré, veut dire un homme ignorant et stupide. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé d'explication. Bien au contraire, j'ai découvert que l'âne est un animal doux, sobre, qui se contente de peu, travailleur acharné, patient, infatigable, au point où il lui arrive de mourir à la tâche, sans pousser le moindre gémissement. De tous les animaux de la création, c'est l'âne qui a été le plus utile à l'homme. Sans lui, les civilisations anciennes n'auraient pas été ce qu'elles furent, puisque c'est l'âne qui a puissamment aidé à la construction des villes, des cités, qui a permis aux hommes de travailler la terre, de labourer, d'irriguer, de moissonner, de transporter les produits de la terre de la campagne à la ville. C'est lui qui a porté sur son dos les marchandises que s'échangeaient les hommes d'un pays à l'autre. C'est sur son dos que ceux-ci voyageaient, les hommes. En peu de mots, aucune bête n'a été aussi utile à l'homme que l'âne. Depuis que l'homme a commencé à se servir des animaux. Et aucune bête n'a été payée de tant d'ingratitude. Cela fait des millénaires que l'âne est battu, traité de façon cruelle. Il sert de souffre-douleur, y compris à ceux-là, les plus pauvres, qui sans lui ne pourraient vivre. C'est son labeur qui leur permet de manger et ils le lui rendent en le torturant à chaque pas qu'il fait avec des pointes cruelles. Pourquoi cette ingratitude à l'endroit d'un animal qui aurait dû être l'objet de soins attentifs, qui aurait dû être choyé par toute l'humanité qui l'a aidé à sortir de la sauvagerie et de la primitivité. Maintenant, pour bien situer où je voulais en venir, examinons maintenant le cas d'un animal pour lequel les animaux portent une grande admiration, presque une vénération, qui est entrée dans leur langue respective comme une figure de noblesse. Un animal que les rois ont pris comme symbole de leur royauté, qui figure sur leur blason. Un animal qui est devenu synonyme de courage, de virilité. Vous avez deviné, bien sûr, c'est le lion. Dans la langue arabe, par exemple, son nom est décliné sous plus de 100 appellations. C'est l'animal roi. Pourtant, si nous pouvions sortir des idées héritées, des idées inséminées dans notre imaginaire, et si nous devions comparer l'utilité pour nous de l'âne ou du lion, il n'y aurait pas l'ombre d'une hésitation. Le lion est un prédateur. Il n'est d'aucune, mais alors aucune utilité pour l'homme. Et pire, si jamais ce dernier passe à sa portée, il en ferait son casse-croûte. Quand il se trouve à proximité d'élevage quelconque, il se sert sans demander la permission. Pourtant, c'est le lion que les hommes préfèrent à l'âne, qui est pourtant leur grand ami, celui qui a tant fait, qui a fait tant de bien à tous leurs ancêtres, qui les a servis jusqu'à en mourir, et qui continue. Dans les cirques et les ménageries, on donne de l'âne au lion. Et il en est ainsi entre les hommes. Prenez par exemple Hamida Leboueur et un premier ministre du régime algérien. Leboueur nettoie la saleté des autres. Il se lève très très tôt, en pleine nuit, pour ramasser nos ordures, ce que nous jetons depuis nos fenêtres. Sans lui, nos villes seraient sales, malodorantes. Il travaille beaucoup, de façon très pénible. Et nous le payons très mal. Et nous le méprisons en plus, jusqu'au bord. Le Premier ministre, lui, nous mène tous à notre perte. Il nous vole. Il pratique sur nous la grande corruption. Il pille nos richesses, met ses propres gosses à l'abri de l'autre côté de la Méditerranée. Nous ment. Et quand nous protestons, il envoie nos propres enfants nous réprimer, nous tirer dessus. Et qui, à votre avis, est le plus respecté ? Qui se vante le plus d'avoir épousé la fille de l'éboueur ou du Premier ministre ? Comment nous comportons-nous avec l'un et l'autre ? À qui nous faisons des courbettes, des sourires contris ? À l'éboueur ? Qui écrasons-nous de notre morgue, de notre mépris ? Le Premier ministre ?
Et si vous voulez vous convaincre que quelque chose va mal dans notre perception de la vie, dans nos rapports à l'autre, dans notre capacité à évaluer le bien et le mal, et de nous comporter de façon appropriée avec les uns et les autres, vous n'aurez qu'à observer les mines des gens. Regardez comment ceux qui sont au-dessus du panier social, quelles mines arrogantes ils arborent, quelle ritrice. Et si vous vous demandez pourquoi ils font toutes ces grimaces de constipés, alors sachez qu'ils se disent en leur fort intérieur que si jamais ils vous sourient, que s'ils ont des mines avenantes, alors vous ne les prendrez plus au sérieux. Et vous n'aurez plus pour eux la même considération que quand ils vous écrasent de leur mépris. Savez-vous quel était le vrai nom du grand-père de Bachar al-Assad? Le vrai nom, avant qu'il ne le change, avant qu'il ne devienne al-Assad. Il s'appelait Ali Soleiman al-Wahsh. Aujourd'hui. El-Watan. Mathieu Ozano, journaliste spécialiste des questions pétrolières, le déclin est inévitable, par Leïla Berato. TSA. Saadani annonce un remaniement dans les prochains jours, sans changement de Premier ministre, par Eshira Maamri. L'Expression. Sur la Libye et le Hezbollah classés organisation terroriste, l'Algérie réaffirme le dogme de non-ingérence, par Shahban Ben Sassi. Aujourd'hui, avec nous pour parler des événements les plus marquants de la semaine, des événements et d'autres, nous ne pouvons pas tous les aborder. Houssine Jidel, anthropologue et analyste politique, qui nous parlera depuis Paris. Faisal Mattawi, journaliste, qui est à Alger. Brahim Younsi, président de l'UDM, qui nous parlera depuis Paris. Houssine Jidel, merci d'avoir accepté notre invitation. Salutations de Meldine, merci pour l'invitation. Merci. Alors, Houssine, je voudrais qu'on commence par parler de cette curieuse, très curieuse histoire, j'imagine que vous en avez entendu parler, de M. Ben Cherif, le colonel Ben Cherif, à Gelfa. Son neveu a une histoire avec la justice. La justice a rendu un verdict qui lui aurait déplu. Alors il prend sa voiture et il va fermer la justice. Il ferme le palais de justice. Il met sa voiture devant la porte, plus personne ne peut entrer et plus personne ne peut sortir. Est-ce que vous confirmez, Houssine? Exactement, oui. Oui. Il s'agit d'un blocage de l'entrée principale du tribunal de Djelfa parce que, d'après Ben Cherif, comment la justice a osé juger son neveu, son beau-fils. Son gendre, oui. Son gendre, pardon, oui, son gendre. Comment ils ont osé récupérer les armes et comment se fait-il que les gens de l'entourage de Ben Cherif peuvent faire l'objet d'une poursuite judiciaire dans l'Algérie d'aujourd'hui et l'Algérie qui a toujours appartenu à Ben Cherif et ses semblables. Et donc, en connaissant Ben Cherif, l'histoire de Ben Cherif et de ses ascendants, de son lien très étroit avec la France, n'oublions pas qu'il a été décoré personnellement par Général de Gaulle, c'est un ancien officier de l'armée française, était curieusement... Oui, mais Houssine, c'est un ancien officier de l'armée française pour établir certains... Mais il a déserté pour rejoindre l'ALN. Là, on n'en parle pas. Moi, ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est comment se fait-il qu'un homme arrive, qu'il ferme un palais de justice dans la République algérienne démocratique et populaire, et que rien ne se passe, même la presse n'en fait pas état, de façon massive, l'État ne fait rien du tout, on discute de choses et d'autres, mais on ne fait rien. C'est complètement hallucinant, ça se passe même pas dans les républiques bananières. Oui, et parce qu'en Algérie, l'État a été privatisé depuis un bon moment,
La première privatisation, c'était en 1962 avec le coup d'État, dont Ben Cherif était un membre très actif. Et l'État, dernièrement, les dernières années, appartient à un groupe très restreint qui font de soi-disant l'État ou les institutions ce qu'ils veulent. Et nous avons vu le comportement de Ben Cherif veut dire qu'il n'y a pas d'État en Algérie, il n'y a pas de justice, il y a des gens qui décident et la justice et tout ce qu'on dit justice et etc. sont réservés aux malheureux Algériens tels que les chômeurs qui se manifestent pacifiquement pour demander un travail et une dignité ou pour les gens qui se battent pour leur quotidien. Donc, l'état actuel de l'Algérie, on protège les despotes, on protège les voleurs, on protège les malfrats, mais quand il s'agit des petits bonhommes, des petits Algériens, la majorité des Algériens ont fait sortir la République et la démocratie et la justice et le code pénal. Voilà la situation. Et qu'est-ce que vous voulez, Houssine, ces gens-là sont des lions. Ces gens-là sont des lions et c'est les rois de la jungle. Ah, non, mais ils sont des lions dans le sens où ils ne reconnaissent aucune règle. Et aucune règle. Et puis, le véritable lion, ce n'est pas celui qui se prend aux pauvres et aux malheureux, mais plutôt qui s'impose par ses forces. Je pense que Ben Cherif, ce n'est pas la première fois que Ben Cherif faisait ça. Je cite uniquement une petite histoire. Ben Cherif, il a pu privatiser, il a pu même changer le nom d'une mosquée Al-Djelfa qui s'appelait la mosquée de Khalid Ben Walid. Ben Cherif, il a exigé qu'elle soit la mosquée d'Ahmed Ben Cherif. Il leur a dit, sinon, je vais récupérer le terrain sur lequel la mosquée a été construite. Et en plus de ça, il leur a dit, mais Khalid Ben Walid, ce n'est pas d'Ouled Nail. Donc, il ne peut pas passer. Vous êtes sûr de l'information, Houssine Djedel, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr et elle est prête. C'est énorme, c'est énorme. C'est où ce pays? Ça se passe où? C'est l'Algérie, ça? Oui, c'est l'Algérie, oui. C'est incroyable. C'est l'Algérie qu'on ne veut pas. Non, c'est l'Algérie qu'on ne veut pas parler. C'est l'Algérie de certains. C'est l'Algérie de ceux qui ont tout pour faire tout et qui sont autorisés à faire tout. C'est l'Algérie où des personnes ils sont au-dessus de la loi, de la Constitution, de la moralité, de tout pacte, de tout règlement, et ça passe à Al-Djelfa. Et tout le monde sait que, et grâce à cette puissance dont dispose Général Ben Cherif, colonel Ben Cherif, qui a des liens très étroits avec la France, pour son neveu, Cherif Rahmani, connu par les vols et les détournements qu'on a étalés dans la presse, etc., n'a pas été touché parce que il y a son oncle qui le protège et qui protège toute une famille et un clan. C'est Ben Cherif qui protège Cherif Rahmani ou c'est l'inverse? Parce que maintenant, Cherif Rahmani, il est tout puissant, hyper milliardaire, installé en France, installé en Algérie, super baron du régime. On se demande si c'est pas lui qui protège son oncle. Cherif Rahmani a été protégé par Général Tourbek, mais un des protecteurs de Cherif Rahmani, c'est notamment son neveu. Restez avec nous, Houssine, je reviens à vous dans un moment. Nous allons demander à nos invités de nous dire ce qu'ils pensent de cette très curieuse histoire. Faisal Mattaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamal, bonsoir. Bonsoir. Ce qu'on peut penser, c'est quelque chose de très simple, Jamal. Et dans un pays où la justice ne se respecte pas, dans un pays où la justice ou le juge... Ah, nous avons perdu Faisal, nous allons le rappeler tout de suite. L'avis de Faisal est très important. Nous allons accueillir maintenant Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter encore une fois. Merci Brahim Younsi. À téléspectateurs. Alors, moi j'ai parlé de cette affaire de M. Ben Cherif qui bloque le palais de la justice, qui le ferme, qui met sa voiture devant la porte principale, voiture qui a été photographiée. Les photos maintenant se font le buzz sur les réseaux sociaux.
Et Hussein Jidil vient de nous apprendre qu'en plus de ça, il a fait débaptiser une mosquée qui portait le nom de Khalid ibn Walid pour lui donner son propre nom. Sinon, a-t-il menacé, il retirerait le terrain qui lui appartiendrait ou quelque chose dans le genre. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Cela dénote, et nous le disons depuis déjà de très nombreuses années, à savoir qu'il n'y a pas d'État, à savoir que l'Algérie est sous un régime patrimonialiste. Tout appartient à ceux qui sont au pouvoir. Mais à ce point, Brahim Younsi, jusque-là, ça a toujours été le cas depuis 62, mais il prenait des gants plus ou moins, mais là, ça devient comique, si ce n'est tragique. Souvenez-vous de cet ancien ministre, pour ne pas le nommer, je crois qu'il est décédé, le colonel Amir, qui avait privatisé une clinique et qui avait fait sortir tous les malades pour prendre la clinique. Non, je crois que ce sont des événements qui se sont produits, notamment depuis 1965. Nous savons ce qui s'était passé aussi avant avec ce qu'on a appelé curieusement les biens vacants, etc. Ce type de choses a toujours eu lieu, hélas, dans notre pays. Cela, je le répète, dénote que, je disais, l'absence de l'État, mais notre État n'est, comme disait quelqu'un à propos du Maroc et de l'empire marocain, que ce n'était pas même un empire qui croulait. L'État aujourd'hui, l'État algérien, n'est même pas un État qui croule, c'est-à-dire qu'il n'est rien, en dépit de la force. Et c'est le règne de la force, et nous en avions parlé la dernière fois, à savoir que nous sommes en plein état de nature, que le plus fort mange le plus faible. Ce sont des lions, des gens, grands prédateurs, des lions, c'est pour ça qu'on les respecte autant, malgré tout le mal qu'ils nous font, les Ben Cherif et compagnie. Tout à fait, mais cela me ramène, si vous me le permettez, à cette horrible histoire, à cette triste histoire de l'âne. Et vous avez parlé du lion, et vous savez aussi bien que moi que Jean de La Fontaine a consacré une fable à ce sujet, la fable « L'âne vêtu de la peau du lion ». Je vais dire un vers comme cela, de la peau du lion, l'âne s'étant vêtu, et étant craint partout à la ronde, et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Il suffisait de se mettre dans la peau du lion pour faire trembler tout le monde. Et c'est ce qui est... Qu'est-ce que vous insinuez, Brahim Younsi? Que ce sont des ânes qui sont mis dans la peau de lion? Mais vous en avez cité un, je suis désolé de le comparer à l'âne. Vous avez parlé de notre Premier ministre. Ouais. Et on a d'autres. Vous êtes méchant, Brahim Younsi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Non, je ne dis pas que vous l'avez traité d'âne. Et vous savez que les ânes, et vous l'avez excellemment dit tout à l'heure, qu'ils ont labouré, ils labourent peut-être toujours dans certaines régions qui n'ont pas de tracteurs, nos champs, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, par exemple, une cité qui était Alger, qui était la civilisation, c'est la Casbah d'Alger. Oui. Et la Casbah d'Alger, sans les ânes aujourd'hui, qui ramassent leurs détritus, il y aurait la peste. Parce que ce sont les ânes, c'est avec des ânes que les éboueurs que je respecte, dont vous avez parlé également, se rendent tous les matins et tous les soirs à la Casbah pour ramasser les ordures que nous produisons. Oui. Donc l'âne apporte l'aide. Et vous savez, dans d'autres civilisations, il y a des comptines sur l'âne que nous avons même apprises, nous. Mon âne a bien mal à la tête, madame lui fait faire un bonnet pour sa tête, oui. Et des souliers lilalala, etc. Mon âne a bien mal aux oreilles, madame lui fait faire des boucles d'oreilles. Oui. Mon âne a bien mal aux yeux, madame lui fait faire des lunettes bleues. Oui. Oui. Mon âne a bien mal à ses dents, madame lui fait faire un râtelier d'argent. Oui, oui. Vous savez, bon... Vous savez que dans certains centres de santé pour adolescents en handicap et enfants en handicap mental, on leur amène des ânes pour leur tenir compagnie. Il paraît que ces ânes sentent
que ces personnes ont besoin d'aide et ils sont très doux avec ces personnes en situation de handicap. Et il paraît que c'est quasiment thérapeutique que cette proximité avec ces ânes si doux, ces animaux tellement humains, j'allais dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Restez avec nous, Brahim Younsi, nous allons retrouver Faisal Moutaoui que nous avons retrouvé. Faisal Moutaoui, je vous laisse poursuivre, on avait été coupé. Oui, malheureusement, les coupures de ligne ne sont pas des coupures techniques, il faut le savoir. À chaque fois qu'on parle, surtout avec le Maghrebi, les lignes se coupent comme ça pour les deux lignes, malheureusement. Ceux qui avaient dit qu'il n'y avait plus de police politique, qu'il n'y avait plus d'écoute téléphonique en Algérie devraient réviser peut-être ce qu'ils ont dit. Maintenant, pour la justice... Est-ce que vous voulez dire, Faisal, est-ce que vous voulez dire que vous êtes coupé de façon délibérée par certains? Oui, je le dis, je le répète. C'est vrai que ça arrive souvent avec vous, plus qu'avec d'autres. À chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes systématiquement coupé. Surtout quand je parte sur... Maghrebia, c'est systématique, c'est systématique, les deux lignes s'en s'occupent. Et quel est l'opérateur que vous avez? Les deux opérateurs, Mobilis et Jizzy. Je ne sais pas comment ça se passe, comment ils le font, mais à chaque fois il y a des coupures et là ça devient vraiment agaçant. Ça nous empêche de parler, mais bien entendu, ils ne pourront jamais nous empêcher de parler. Maintenant, Jamel, je parlais de la question de la justice. Ce qui s'est passé avec le colonel Béchiri, parce que le colonel Béchiri, c'est ce que je peux utiliser le terme, peut-être le résidu du système boumedienne, parce que c'était le système boumedienne. Nous sommes en train toujours de payer ce que le système avait semé, comme des potentats, comme des seigneurs de guerre, comme des seigneurs dans les régions, etc. Et qu'un homme aille fermer un palais de justice, ça pose le problème d'abord de ces personnes qui agissent en dehors de la loi, et aussi le fonctionnement de la justice elle-même. Parce que la justice, que je disais tout à l'heure qu'elle ne se respecte pas, elle ne peut pas être respectée. Et quand dans un pays où la justice n'est pas respectée, ça veut dire qu'il faut s'attendre à tout. Maintenant, l'impunité a été consacrée parce qu'il s'appelait la charte de la paix et de la réconciliation de 2005, qui a été adoptée par référendum, paraît-il, et l'impunité, lorsqu'elle s'installe dans un pays, on va avoir ce genre de comportement, des comportements inacceptables. Vous avez évoqué tout à l'heure, Jamel, et j'aime bien votre métaphore que vous faites sur le lion et l'âne. Les vidéos que vous avez évoquées, cette violence est devenue malheureusement presque ordinaire dans la société. Et les gens rient de comportements qui sont inhumains. Taklil Jaj est devenu un quasi-héros. Tout le monde en parle, il est reçu, on lui paye des cafés là où il va, on lui paye des repas, on lui fait des accolades parce qu'il a torturé des renardeaux, il les a torturés à mort. Oui, ça c'est quelque chose de terrifiant dans une société. Ça veut dire que la société est en train de perdre certains repères humains. Et la religion islamique, il n'y a pas mieux que cette religion qui appelle à respecter ça veut dire respecter l'animal. Et on rit, et on trouve ça tout à fait normal. Personne n'a vu que des animaux étaient maltraités, que c'était un comportement qu'il fallait, surtout pour les personnes âgées. Supposez, donner l'exemple par sa sagesse. Ces comportements devraient être analysés, pris en charge par les psychosociologues, par les sociologues, et cette violence, malheureusement, elle maintenant s'exprime par plusieurs choses, Jamel. Un père qui frappe son fils, plutôt un père qui frappe son fils, le fils qui frappe le père, le fils qui frappe la maman, il tue la maman parfois pour demander de l'argent pour la drogue. On a des comportements qui sont incroyables, et malheureusement, en fait, on ne voit pas de poindre des solutions, parce qu'il faut aller vers des solutions psychologiques, moraux. L'école malheureusement est défaillante, l'université est défaillante, et je dirais même que parfois la mosquée est défaillante en matière de morale et d'entretien de la morale. Et donc, ce que vous dites, les images que vous avez vues, vous avez montrées, Jamel, elles doivent interpeller tout le monde, parce qu'on a l'impression qu'on s'amuse, on discute et on insulte. Vous avez même vu comment on a traité la personne qui frappait l'âne, et l'insulte est devenue presque ordinaire. Et parfois, ça arrive même au niveau d'intellectuels. Les intellectuels, entre eux, au lieu de débattre sur des idées, sur des opinions, on s'insulte, on s'envoie des messages bizarres sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et je pense que la société algérienne est malade. Restez avec nous, Faisal Moutaoui. Le deuxième sujet que je souhaiterais aborder, Hussein Jidel Saadani, un chef de parti politique, vient de nous apprendre qu'il va y avoir un changement de gouvernement et que Sellel n'est pas partant, que Sellel va être maintenu. Moi, personnellement, je suis tombé de ma chaise, je suis tombé à la renverse, parce que je n'ai jamais entendu dire
c'est le chef de parti qui annonce les changements du gouvernement avec de tels détails. Franchement, je suis surpris pour le moins. Qu'est-ce que vous en pensez, Hossein Jedel? Nous ne sommes pas dans un fonctionnement normal des institutions. D'ailleurs, les institutions et le respect des institutions n'est qu'une formalité. Et c'est pour cela Saadani se permet de s'accaparer les prérogatives d'un chef de l'État et d'annoncer un changement du gouvernement sans le changement de Premier ministre. Ça veut dire il est dans le secret des dieux et il est le porte-parole de Dieu politique et ce fonctionnement n'est en personne parce que l'Algérie depuis 10 années elle est dans un fonctionnement anormal et que l'État c'est l'expression n'est pas l'expression des institutions mais plutôt l'expression de ceux qui font partie du cercle qui dirige l'Algérie et Saadani il fait partie du cercle présidentiel donc il est l'expression de l'État. Restez avec nous, Hossein, on va aller faire vite pour pouvoir aborder le troisième sujet. Brahim Younsi, même question. Et donc, Hossein Jedel pense que Saadani fait partie du cercle présidentiel, celui qui tient le pays, donc c'est en quelque sorte une sorte de porte-parole officieux. Mais pourquoi le clan présidentiel ne s'exprime-t-il pas de façon normale, par communiqué? Parce qu'on croit, nous croyons qu'il y a des institutions, mais pas eux. Pour eux, il n'y a pas d'institution. C'est ça la réalité, hélas, du pays. Les uns empiètent sur les prérogatives des autres. La Constitution n'est qu'un chiffon de papier, et a toujours été un chiffon de papier d'ailleurs. La preuve en est. C'est ça qui est nous sommes dans une situation d'anarchie totale et institutionnelle, y compris à l'époque où le président ou celui qu'on appelle le président de la République était en bonne santé. Alors imaginez aujourd'hui qu'il est en très très mauvaise santé, ce que les institutions peuvent signifier pour ces gens-là. Jamais les institutions n'ont été respectées depuis un certain nombre d'années parce que tout le monde les empiète. Tout le monde leur marche dessus, comme on marche sur les lois. La preuve en est, vous avez parlé du colonel Ahmed Bencherif, qui empiète les lois sans encourir, bien entendu, la rigueur de la loi. Restez avec nous, Brahim Younsi. Faisal Mattawi, même question. J'ai pas bien écouté la question. La question autour de Saadani qui annonce un changement de gouvernement, qui nous précise que cela ne partira pas, que ce sera lui le futur Premier ministre. Et donc c'est une primeur, non seulement c'est une primeur, mais en plus c'est inédit, puisque habituellement ce n'est pas un chef de parti d'annoncer ce genre d'événement. Enfin, Ammar Saadani voudrait avoir de l'importance parce que lui, il est pris par une hantise. C'est de voir Ahmed Yahya chef du gouvernement, c'est-à-dire revenir à la tête du gouvernement, probablement pour autre chose. Saadani a compris qu'après le vote de la Constitution, son utilité politique s'est amoindrie beaucoup, surtout pour le président Bouteflika, et comme Ahmed Salah, qui est chef d'état-major de l'armée, qui est un grand ami de Ammar Saadani, et n'a pas apprécié certains passages de la Constitution et certaines orientations, et l'attaque vient de Ammar Saadani, secrétaire général du FLN. Mais il est évident qu'il y a eu un démenti de la présidence concernant le changement du gouvernement, et il y a eu un démenti du Premier ministre, mais Ammar Saadani persiste et il voudrait faire de la pression, et il voudrait peut-être pense qu'être incontournable. Cela dénote également probablement de tiraillement à l'intérieur même du régime sur la conduite des affaires après la Constitution. Ça prépare également les élections législatives de 2017, les élections locales et législatives, et ça prépare aussi les élections de 2019. Mais dans un pays normalement constitué, un parti
Si Sadani voulait gouverner et il avait la majorité, il avait co-demandé le gouvernement avant. Ce n'est pas après la Constitution. Et donc ça rentre dans le cadre de tiraillement entre le RND et le FLN. Restez avec nous, Faisal. Alors, dernier point que nous allons évoquer, Hossein Djidel, l'Algérie, après une sorte de chassé-croisé diplomatique où on ne comprenait rien du tout, vient de s'exprimer. Elle dit être d'abord contre une intervention étrangère en Libye et se dit totalement opposée à l'idée de pouvoir intervenir elle-même en territoire libyen. Exactement, ça c'est la position du pouvoir algérien, parce que elle craint, le pouvoir, il craint que la région sombre dans le chaos, et comme c'est un État qui est très fragile sur le plan institutionnel et sur le plan économique, toute évolution négative de la situation en Libye aura un effet immédiat sur l'Algérie, surtout que il y a une présence intense des services de renseignement étrangers, des terroristes, des groupes de commandos sur le territoire libyen, et rien absolument ne peut empêcher un retournement de situation sur le territoire algérien, surtout que l'armée algérienne est incapable, quelle que soit la propagande, est incapable de faire face à cette situation. Il s'agit de 1000 kilomètres de frontières, il s'agit d'une situation de milliers de terroristes bien formés, bien informés et bien organisés. Merci Hossein, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, votre avis sur cette position annoncée de l'Algérie de ne pas s'immiscer en Libye et d'être contre toute intervention étrangère? Bon, qu'elle dise qu'elle ne s'immiscerait pas, qu'elle n'interviendrait pas dans l'affaire libyenne, notamment militairement, parce qu'elle est intervenue politiquement pour organiser des négociations qui, à l'évidence, ont échoué, parce que nous sommes aujourd'hui dans la phase quasiment militaire et seulement militaire. Que l'Algérie décide de ne pas intervenir militairement en Libye est une chose, mais qu'elle puisse empêcher une intervention étrangère, cela s'est déjà produit, à savoir que notamment la France est intervenue contre un partenaire avec lequel l'Algérie a signé un pacte de défense sans courir au secours de Muammar Kadhafi. Cela démontre que l'Algérie est impuissante. Elle est impuissante quant à la politique qu'elle envisage de mener, notamment dans la région. Voilà l'essentiel, je pense, de ce qu'est ou de ce qu'est devenu ou de ce qu'est et a été la politique étrangère de l'Algérie, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa politique intérieure. Sa politique étrangère n'est que le reflet, hélas, de sa politique interne. Et c'est pour terminer, si vous me permettez, je veux revenir à la question de l'âne ou des ânes, à savoir que les ânes et les singes ont contribué, ont participé à la révolution algérienne, à la lutte de libération nationale. Que les gens le sachent, parce que beaucoup d'ânes ont été tués par l'armée française et beaucoup de singes, notamment ceux de la Chifa, qui ont été quasiment exterminés par l'armée française. Et souvenez-vous de ce mot de Mohamed Boudiaf, à propos d'ailleurs des singes de la Chifa, où il disait que la révolution algérienne se ferait y compris avec les singes de la Chifa. Mais la révolution algérienne s'est faite avec les ânes et avec les singes de la Chifa. Merci Brahim Younsi. Et moi aussi, je vais raconter une anecdote que m'avait raconté un ami ancien moujahid dans les Aurès. Il m'avait dit que quand on allait dans les douars, les chiens des douars, comme on dit, nous, des chiens qui n'étaient pas particulièrement bien dressés, quand l'armée française arrivait, ils aboyaient. Mais quand nous, on arrivait de nuit, alors sans nous voir, comme s'ils sentaient notre odeur, ils n'aboyaient jamais.
Faisal Mattawi, donc je vous laisse nous donner votre point de vue sur cette position de l'Algérie qui dit ne plus vouloir intervenir militairement en Libye et être opposé à toute intervention étrangère militaire. Ça rejoint la doctrine de la défense algérienne, c'est une doctrine qui existe depuis des années, c'est-à-dire ne pas intervenir, ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures libyennes et ne pas intervenir militairement. Bien entendu, il y a des pays occidentaux qui font pression sur l'Algérie et même sur l'Égypte pour qu'il y ait une intervention militaire. Vous voyez comment l'Arabie Saoudite est en train de s'activer pour intervenir militairement en Syrie alors qu'elle n'a pas à le faire, puisque l'idée pour les Occidentaux est de faire intervenir des forces arabes sur le terrain, c'est-à-dire les offrir presque comme une chair à canon pour les groupes armés qui existent en Syrie et ailleurs, et utiliser l'aviation. Maintenant, la solution est l'intervention militaire. Or, pour la Libye, et c'est un peu l'approche défendue par l'Union africaine, par l'Union européenne, par l'ONU et par la Ligue arabe, c'est la solution politique. Et la solution politique est toujours possible. Maintenant, il y a des forces qui ne voudraient pas qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, qu'il y ait une unité du peuple libyen. Et là, je ne crois pas que ce soit uniquement le travail de la diplomatie algérienne ou de l'Algérie en tant qu'État. C'est tout le monde qui est concerné, parce que le chaos libyen dessert les intérêts autant des Africains des pays arabes que des pays occidentaux. Des pays occidentaux qui voient peut-être qu'ils caracent l'Europe de diviser la Libye en plusieurs États, comme ils l'ont fait pour le Soudan divisé en deux, ou même qu'ils l'auraient pour le faire pour l'Irak et la Syrie. Donc je crois que c'est un dossier très difficile à gérer par la diplomatie algérienne, c'est un dossier très épineux, et c'est pour ça que ça demande, comme le disait la personne avant moi, qu'il y ait un front interne, qu'il y ait un certain consensus sur les intérêts de la politique extérieure algérienne, que cette politique ne soit pas menée par un groupe de personnes, par un seul homme ou deux hommes, mais par l'ensemble des Algériens, parce qu'il y va finalement de l'avenir de tout le monde. La Libye, l'effondrement de l'État libyen va avoir des conséquences dramatiques sur toute la région du Sahel et la région arabe, et c'est pour ça qu'il faut agir rapidement. Merci Faisal Mattawi, merci Hussein Jedel, merci Brahim Younsi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le grand-père de Bachar al-Assad, le père de Hafd al-Assad, s'appelait Ali Soleiman al-Wahsh, avant de transformer son nom en al-Assad. Donc moi je dis, vive les ânes et abat les lions. Cette émission est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Bqaw ala khair, bislama.